Spartiate, bienvenue dans ce journal du lundi 13 novembre. On va parler de l'actualité financière et faire un petit tour sur ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers et sur les cryptos rapidement pour une petite vingtaine de minutes. Donc, l'indice Dow Jones et les indices américains qui augmentent pour commencer la semaine. Alors que les traders regardent au-delà des perspectives américaines réduites par Moody's. Donc, on a une agence de notation, en l'occurrence ici Moody's, qui a dégradé encore la note des Américains, la note américaine. Donc, ça veut dire que l'économie américaine, de manière générale, va un peu mal et est en déclin. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un risque dans le sens où les réserves fédérales ou la Banque centrale américaine puissent augmenter ses taux encore. Mais de manière générale, là, on peut dire voilà, que les marchés ne calculent pas trop, on va dire, cette nouvelle. Donc, on va faire l'impasse sur ça. Mais en tout cas, on voit ici, Fitch a abaissé la note. Ça, c'était il y a quelques mois, je pense. Donc là, maintenant, on a Moody's aussi. Donc, en gros, de toute manière, tout l'Occident, là, les Américains, plus l'Europe, tout ça, tout est en déclin. Et les agences de notation ne cessent de baisser, on va dire, leurs notes. Après, à côté de ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est la hausse des taux d'intérêt que la Réserve fédérale américaine emploie pour baisser l'inflation. Et là, Jérôme Powell a eu un discours un peu plus wokishe, agressif, donc la semaine qui est passée, là, la semaine dernière. Et donc, ces discours agressifs augmentent la valeur du dollar ou renforcent le dollar. Et les devises qui sont face au dollar peinent, on va dire. Et l'euro et le yen, là, en l'occurrence, le yen s'approche de son plus bas niveau depuis 33 ans. Suite au discours de Powell. Donc le fait qu'il soit agressif, ça renforce le dollar, puisque ça va normalement dans le sens de protéger, on va dire, l'économie américaine. Le fait voilà, d'augmenter les taux d'intérêt, de refroidir l'inflation, c'est pour protéger l'économie américaine et ça renforce le dollar. Mais dans un second temps, bon, toutes les devises qui sont face au dollar, et même normalement les marchés boursiers, tout ça, normalement quand le dollar monte, effondre en face ou tout baisse face au dollar. Mais là, on voit qu'en bourse, ça se passe plutôt bien. Mais pour les devises peinent, on va dire, face au dollar là. Sinon, ce qui nous intéresse, là, on commence la semaine. Donc, on va voir ce qu'il y a d'important cette semaine. Donc, après le discours wokishe de Powell la semaine dernière, donc le rallye du marché est confronté à un test majeur cette semaine. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine ? Donc, après-demain, mardi 14 novembre, le rapport sur l'IPC américain. Donc, l'inflation américaine. Donc, ça, c'est très important. C'est demain. Là, on est déjà lundi, là, début de semaine. Demain, on aura l'IPC américain. Donc, l'inflation américaine. On aura mercredi les ventes au détail américaines. Donc, en plus des ventes au détail, on aura aussi, vous allez voir, là, je vais vous montrer, des résultats d'entreprises qui seraient intéressantes pour voir la consommation américaine. Et donc voilà, sinon des revenus des détaillants, c'est ça, les revenus des détaillants, comme Home Depot et tout ça là, Target, toute cette semaine. Donc on va avoir une idée de la consommation des Américains. Vous voyez que je commence toujours par l'économie américaine. C'est là-bas que ça se passe, je le rappelle. Et donc le SP500, lui, l'indice phare américain, l'indice standard mondial, qui est l'indice des 500 entreprises les mieux valorisées aux États-Unis, est en hausse de plus 15%. Donc voilà, c'est toujours en hausse le SP500. En général, ça fait du plus 20% en général pendant l'année, sur un an en général. Et donc voilà, ça poursuit comme d'habitude. Donc on va voir les résultats d'entreprise. Alors regardez ici, que je vous disais, on a mardi Home Depot, ici là, avant l'ouverture des marchés. Donc demain, avant l'ouverture des marchés, donc dans quelques heures là, on aura Home Depot. Sinon, mercredi, on a Target aussi, là. Mercredi, encore avant l'ouverture. Et on a aussi, jeudi, on a Alibaba. Pour la Chine, c'est pas mal, ça, comme information. Walmart,
juste en dessous. Macy's aussi. Et Gap aussi. Donc là, on va voir le résultat de ces entreprises. Et ça devrait nous donner une idée. Ça peut impacter la décision de la Réserve fédérale, de la Fed et de Jérôme Powell. Les résultats des entreprises sont très importantes. Donc, à voir en tout cas ce qu'il en sera. En tout cas, il vaudrait mieux qu'elle soit mauvaise pour ces résultats d'entreprise. Ça montrerait que les Américains consomment moins et que en fait l'économie se refroidisse. Donc, il vaudrait mieux que les chiffres soient mauvais. Parce que si les chiffres sont bonnes, ça voudrait dire que les Américains consomment toujours autant et donc que l'économie est toujours, on va dire, assez pression. En fait, c'est comme si l'économie s'est toujours réchauffée, on va dire. Vous voyez? Et donc, ce serait pas bon. Ça veut dire que la Fed serait obligée d'agir encore sur la hausse des taux. Encore peut-être, il serait obligé de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour casser encore l'économie. Mais là, les taux sont à des niveaux très élevés, à plus de 5%. Là, toute nouvelle hausse de taux pourrait vraiment provoquer un crash des marchés. D'abord, un crash au niveau peut-être du secteur bancaire et ça entraînerait toutes les entreprises, les autres entreprises en fait dans son sillage. Donc, il faut faire attention maintenant. Et là, il y aurait des chances que la Fed arrête d'augmenter les taux. On verra. Donc, on espère en tout cas. Et donc, voilà, vous avez le planning ici. Donc, mardi, c'est l'inflation. Demain, déjà, on aura une bonne idée de l'inflation en espérant qu'elle continue à baisser là. Donc, on verra. On suivra ça demain. Et dans le journal de demain, je vous donnerai les résultats, tout ça là. Donc, voilà. Et plein de résultats. Vous voyez, mercredi, les retail, tout ça là. Donc, on verra la consommation américaine. Très importante. On continue. Et donc, on va voir donc les marchés. Top 5 des dossiers clés à suivre. Donc, pour cette semaine, je le rappelle, les données sur l'inflation. Donc, demain, mardi, les données sur les prêts à la consommation aux États-Unis. Ça, c'est la chose la plus importante de la semaine. C'est demain, mardi, l'inflation américaine. Les chiffres vont sortir. Donc, numéro 1. Ensuite, en 2, il ne faut pas oublier les intervenants de la Fed. Donc, on a plusieurs membres de la Fed qui vont parler. Cette semaine, on aura jeudi dernier, le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré que les autorités n'étaient pas convaincues que les taux étaient suffisamment élevés. Donc, Powell a été agressif dans son discours la semaine dernière. Mais voilà, ses collègues aussi vont parler cette semaine. Ensuite, en 3, justement, le bénéfice des entreprises, commerce de détail. Donc, plusieurs entreprises, Home Depot, comme je vous l'ai dit, Target, Walmart, Macy's. Donc, tout ça à surveiller. Ensuite, en 4, risque de fermeture du gouvernement américain. Donc, il y a toujours ce risque de shutdown. Voilà, s'ils n'arrivent pas, en fait, à trouver des accords par rapport à leur politique monétaire, tout ça, là. Et la volatilité des prix du pétrole, encore une fois, à surveiller. Donc, voilà, par rapport au conflit qui règne, en fait, dans les pays du Moyen-Orient, tout ça, là. Et Russie, Ukraine, tout ça. Donc, les prix du pétrole sont toujours à surveiller. Mais on voit que ça se tasse, on va dire, et que le prix du pétrole est reparti à la baisse. Donc, très important tout ça. Voilà les dossiers clés à surveiller cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, Moody's qui abaisse la perspective américaine à négatif. Donc, la note américaine continue de décliner, comme européenne, tout ça. Donc, on voit le déclin économique de l'Occident. Donc, c'est pas très bon pour les pays occidentaux et pour les États-Unis, ça. Mais ça n'a pas trop impacté les marchés. Les marchés américains, la bourse, aujourd'hui, est stable. Et même, on va voir les cryptos. Les cryptos sont assez stables. Le Bitcoin résiste assez bien. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est une nouvelle là qui pourrait être intéressante, et c'est ce que les investisseurs attendent depuis un certain temps, la Fed baisserait ses taux de 2,75% en 2024. Donc ça serait énorme, ça serait une énorme baisse. Là, on est à 5% au niveau des taux. Mais si elle les abaisse de au moins 2%, on se retrouverait aux alentours des 3%, 2% là. Ça serait énorme. C'est ce que déclare la banque UBS, qui s'attend à une récession
et donc un assouplissement très agressif dès le mois de mars. Donc ça serait une énorme nouvelle, hein, de baisser des taux de 2,75% dès le mois de mars de l'année prochaine. Ça serait une baisse agressive des taux. Ça se pourrait, hein, parce que là, on va rentrer en récession. Voilà, une période assez plate, tout ça. Et donc, si les États-Unis connaissent une sorte de déflation, ils ont des problèmes au niveau de leur croissance économique, et bah la Fed elle sera obligée de stimuler cette croissance. Et donc, voilà, en fait, la récession à venir pourrait pousser la Fed à baisser les taux pour stimuler la croissance et relancer la machine américaine là. Donc on verra. Pour rappel, le marché anticipe une baisse de taux de seulement 0,75%. Bon, moi, je suis plus d'accord avec UBS là. Je pense pas que en 2024, il va falloir quand même rebaisser les taux parce que la dette déjà américaine est à des niveaux très élevés. On ne peut pas maintenir des taux aussi élevés de plus de 5% à ces niveaux-là. Donc pour moi, il va y avoir des baisses de taux, surtout que la patience des investisseurs va trouver une limite. Et je pense que les investisseurs vont faire comprendre au marché, en capitulant peut-être, ou à un moment donné là, pour pousser en fait la Réserve fédérale à baisser ses taux. Donc on verra. On verra en tout cas. UBS, eux, parient en tout cas à une baisse de 2,75. Je pars plutôt, je suis plutôt de cet avis aussi. Je pense pas que les taux rebaisseront de seulement 0,75%. Après, est-ce que ça arrivera que dès le mois de mars? Ça, je sais pas trop, hein. Peut-être que ça prendra plus de temps ou pas, hein. Les investisseurs anticipent, donc on verra. Donc voilà, en tout cas, UBS, nous prévoyons un fort ralentissement de la croissance au cours des prochains trimestres. Donc eux, ils parient que l'économie va complètement se refroidir. Et donc peut-être que l'inflation va complètement baisser. Et voilà. Et lorsque le ralentissement de l'économie et la jambe des inflationnistes commenceront sérieusement, nous attendons à ce que la Fed se tourne vers une accommodation complète. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle qui va faire plaisir à tous les investisseurs, hein. Parce que qui dit baisse des taux d'intérêt, donc dit stimulation de la croissance et peut-être impression monétaire. Et donc ça, c'est de l'argent frais sur les marchés. Et en fait, c'est comme s'ils stimulent pour stimuler la croissance. Et qui dit stimulation de la croissance dit la hausse des marchés boursiers, tout ça. Et donc, les investisseurs aiment bien ce genre de choses. Et voilà, aiment s'exposer à ces actifs pour prendre des bénéfices, pour que les cours montent et qu'ils prennent des bénéfices. Donc tout ça là, c'est des bonnes nouvelles que les investisseurs aimeraient voir là. Donc dans le reste des informations, en tout cas aux États-Unis, on a Emirates, donc la compagnie à Dubaï là, qui annonce une commande de 52 milliards de dollars pour 95 avions Boeing. Donc là, c'est la fête pour Boeing là, une énorme commande, hein, quand même. 95 avions. Waouh. Donc, Emirates exploite déjà le plus grand nombre d'avions Boeing, 777. Donc, 777 parmi toutes les compagnies aériennes au monde. Donc, Boeing et Airbus ont tous deux souligné la région du Moyen-Orient comme une source majeure de demande d'avions gros porteurs. Donc, en tout cas, les affaires marchent pour Boeing à nouveau, on dirait. Et donc là, c'est une énorme commande. Donc, Emirates et Fly Dubai, donc là c'est les compagnies locales, hein, lancent le salon aéronautique de Dubaï avec des commandes de Boeing. Donc voilà, hein. En plus c'est un salon qui se tient, donc parfait. Et ça c'est très bon pour Boeing, l'action américaine, le géant américain des transports là. D'ailleurs un haut dirigeant de Boeing déclare que 2023 sera l'année des commandes de gros porteurs, avec d'autres contrats à venir. Vous voyez ? Donc voilà, peut-être la relance pour Boeing qui a souffert, hein, avec le Covid, vous allez voir là. Ici, regardez sur les 5 dernières années, c'est flat, hein. Là, je vais vous mettre... Alors attendez, j'ai cliqué sans faire exprès. Et si vous regardez Boeing là c'est sur... depuis le début, je vais vous mettre depuis le début, allez. Regardez, on était en forte hausse, hein, avant que ça chute avec le Covid là, à partir de 2020. Ensuite, ça a tenté de se remonter là, hécatombe. Et voilà, avec le Covid et tout ce qui s'est passé là. Et donc, là, c'était à la peine là. Mais
Maintenant, si vous regardez bien, depuis 5 ans et surtout depuis un an, là, ça avait craché là. Et là, il se pourrait que ça reparte là. Si on repart sur les 5 dernières années, c'était à plat. Et là, on pourrait, voilà. Là, je sais pas, sur les 3 derniers mois, ça pourrait repartir là. Vous voyez ici là. Donc, on verra pour Boeing qui vaut en capitalisation boursière 124 milliards. Bon. 124 milliards pour. C'est un géant. Hein. Un géant Boeing. Et je pense que Boeing, c'est. Enfin, en tout cas, pour les gros investisseurs. C'est une action qui pourrait ouais, faire un plus 15, plus 20% hein, d'ici à un an là. Et donc une action solide, hein, peut-être à s'exposer. Après, je sais que là, c'est pas... Enfin, en tout cas, pour ceux qui suivent la chaîne, je pense, l'heure est plutôt à l'heure de la blockchain et des cryptos là, qui repartent sur un cycle de bull run. Et ça, Boeing, c'est pas l'action qui va intéresser, va faire des multiplicateurs. Mais en tout cas, pour ceux qui sont patients et qui voilà, construisent leur patrimoine sur le long terme. Voilà, Boeing, je pense que c'est une bonne action pour investir là. Moi, perso, j'en détiens pas, mais voilà. Je suis plus sur les valeurs de la tech, les GAFAM, les 7 magnifiques là, Nvidia, Tesla, tout ça là, avec Coinbase aussi, en bourse. Et voilà. En tout cas, Airbus, accord de principe pour la commande de Turkish Airlines. Donc ça se passe bien pour les compagnies aériennes là. Même Airbus, donc le rival de Boeing, là, européen. Donc Airbus, c'est plutôt européen. Hein. Boeing, c'est américain. Mais en tout cas, c'est occidental, hein, vous voyez. Et Airbus aussi a ses propres commandes aussi. Donc très bien, en tout cas, pour les compagnies aériennes. Maintenant, pour ce qui est aussi dans l'aéronautique ou le spatial, SpaceX d'Elon Musk vaudra un demi-trillion hein, de dollars d'ici 2030. Donc on voit hein, que le domaine du spatial aussi, c'est plutôt prometteur aussi là. Donc vous voyez, je pense que après, bon, au-delà de 2030, peut-être qu'il y aura des voyages pour particuliers, tout ça. On verra en tout cas. Mais ça marche, ça a l'air de bien marcher. Hein. Après SpaceX, les entreprises d'Elon Musk, pour la plupart, à part Tesla, sont tous des entreprises privées. Donc compliqué, voilà, c'est que les gros fonds qui peuvent... en tout cas s'exposer et investir dessus là. Donc, on continue. ChatGPT. Donc là, ça concerne Microsoft. Hein, OpenAI, où Microsoft a une grosse participation, officialise GPT-5. Hein, travaille officiellement sur GPT-5. Et c'est pour ça que je pense que Microsoft, en tout cas, il va garder une longueur d'avance hein, sur l'intelligence artificielle là, par rapport à ses concurrents. Ils travaillent aussi sur des modèles de langage et leur langage conversationnel. Bon, on a Elon Musk qui a lancé Grok pour Twitter, enfin pour X. Voilà, tous, Google, Facebook, Meta, voilà, tous les concurrents Amazon et tout, travaillent en tout cas aussi, eux aussi. Mais je pense que c'est OpenAI et c'est ChatGPT qui va garder cette position de leader et, pour un certain temps là. Donc, et ça appartient, on va dire, à peu près à Microsoft. Donc Microsoft va peut-être dominer ses concurrents là, des GAFAM, et Microsoft qui pourrait passer devant Apple hein, en termes de capitalisation pour devenir l'entreprise la plus valorisée du monde. Hein. Avec ChatGPT là, ils sont bien partis pour. On verra en tout cas. Et donc, à peine que ChatGPT 4 qui vient à peine d'être lancé, on a déjà ChatGPT 5 qui pointe le bout de son nez là. Donc, à voir en tout cas. Énorme. Alors, on avance. Donc aussi, il y a Nvidia là qui, du 14 au 17 là, voilà, tient, on va dire, un événement. Enfin non, là, ils vont, en fait, ils veulent, c'est l'événement Microsoft Ignite là. Et Nvidia va y participer. Donc rejoignez-nous, ils disent à Microsoft Ignite pour découvrir comment la plateforme Nvidia IA apporte des fonctionnalités d'IA à Microsoft Azure. Donc, le marché du cloud, c'est énorme. Hein. Microsoft Azure, Amazon Web Services, là, ils détiennent des parts. Et c'est les plus gros revenus de Microsoft. Hein. C'est pas la Xbox ou LinkedIn ou Bing, le moteur de recherche. C'est d'abord le cloud. C'est ce qui rapporte le plus à Microsoft. Hein. Même devant les ventes d'ordinateurs, de Windows, sa série de Microsoft Office, tout ça. Ce qui rapporte le plus à Microsoft et à Amazon, c'est leur business de cloud. C'est là, leur serveur là qui héberge. Voilà, les données de grandes entreprises ou du monde, voilà, même de particuliers, c'est ça qui marche le plus. Hein.
Et donc le cloud, c'est très important. C'est un autre marché aussi. Et voilà, et Nvidia apporte son expertise en termes d'IA pour le cloud de Microsoft, on va dire. Et donc Nvidia, là, en ce moment, tient pas mal d'annonces, là. Et voilà, Nvidia a un très beau futur. Hein. Parce que là, on parle déjà des Nvidia HGX, donc les super calculateurs, tout ça, H200. Hein. Donc là, c'est les derniers GPU là, les plus puissants d'Nvidia là, voilà, qui vont équiper des centres de données, tout ça. Là, vous le voyez là, ici. Donc ici, on parle de le supercalculateur Jupiter de Julie sera alimenté par la Grasshopper de Nvidia. Donc là, voilà, il y a plein de supercalculateurs. La majorité des gros supercalculateurs dans le monde qui vont voilà, distribuer de l'intelligence artificielle, tout ça, dans le futur, vont être alimentés par Nvidia. Donc Nvidia a vraiment un avenir doré. En plus, Nvidia est le pionnier, hein, même par rapport à l'ordinateur quantique. C'est voilà, avec les GPU d'Nvidia hein, que ça va se faire aussi. Donc là, Nvidia, franchement, en bourse, Nvidia peut rattraper hein, Apple et Microsoft, voire même les doubler hein, dans les prochaines années, là, je pense. Donc Nvidia peut doubler les GAFAM et truster en tête des entreprises les plus valorisées. Et ça, Nvidia, pour moi, c'est un excellent investissement. En bourse, certes, moins de croissance qu'en crypto, mais voilà. C'est l'un de mes plus gros bags hein, en bourse, Nvidia, avec Coinbase, là. Donc voilà. Maintenant, pour finir dans les actualités américaines, un peu plus reculées, là, moins financières, mais voilà, on a Tim Scott qui se retire de la course à la présidentielle. Lui, c'est un républicain. Et de toute façon, côté républicain, ils sont beaucoup. Hein. Ils sont au moins, voilà, presque une dizaine, là. Voilà. Bon, le grand favori, c'est Trump. Hein, et c'est certainement Trump hein, qui se présente, qui sera le leader hein, du parti républicain, là. Mais voilà, lui, Tim Scott, il était soutenu un peu hein, par des grosses personnalités. Même Elon Musk aimait bien. Voilà. Il avait des gros soutiens, mais il se retire, on va dire. Donc lui, c'est un sénateur américain de Caroline du Sud, Scott. Et moi, j'ai vu ce qu'il disait. J'aime bien ses idéaux. Mais bon, en tout cas, il a décidé de se retirer. De toute façon, il voit les sondages, il voit tout ça. Et il sait qu'il en est très loin encore. Donc, voilà. Il n'y a pas que lui qui s'est retiré. Hein. On a eu le vice-président américain, l'ex-vice-président, là, Mike Pence, qui s'était retiré. Et il y en a de plus en plus qui vont se retirer jusqu'à laisser Donald Trump représenter le parti républicain, là. Donc voilà pour l'actualité américaine. Là, au niveau des marchés européens, démarre la semaine en territoire positif aussi. Hein. Les négociations américano-chinoises au centre des préoccupations. D'ailleurs, ça, c'est un fait que j'ai oublié de vous dire. Là, on est lundi 13, mais le 15, en fait, Xi Jinping, le président chinois, va être aux États-Unis et va parler avec Joe Biden et plusieurs hauts dirigeants américains d'entreprises. Et donc, ça peut apaiser les tensions et ça peut, on va dire, créer des partenariats, des choses comme ça. Ça, c'est des bonnes nouvelles même pour Nvidia ou les grosses boîtes américaines. Voilà. Parce que vous savez que les boîtes américaines, surtout Nvidia, a été pénalisée par ça. Voilà. Des restrictions pour ne pas vendre à la Chine, car la Chine progresse très vite et apprend très vite. Et voilà, les Américains, pour leur sécurité nationale, entre guillemets, limitent, on va dire, voilà, les produits américains de qualité pour la Chine. Donc on verra. Mais ça, c'est très important. Et en tout cas, l'Europe qui démarre en hausse. Donc en Europe, on a le gouvernement britannique où ça bouge pas mal. Hein. Pas mal de remaniements, tout ça. Et Rishi Sunak qui a limogé apparemment la ministre de l'Intérieur, hein, Suella Braverman, apparemment. Et donc c'est cette dame-là là, qui a été limogée en tout cas par Rishi Sunak. Donc, ça bouge pas mal, en tout cas, là-bas. Après, on verra ce qu'il en sera. Il n'y a pas d'autre grand-chose hein, sur les marchés européens. Là, le marché asiatique, on a Xiaomi qui se démarque de plus en plus. Hein. Xiaomi, c'est côté smartphone, tout ça, PC et tout. Et Xiaomi revendique un chiffre d'affaires record hein, de 3,11 milliards de dollars pour la journée des célibataires. Donc, Xiaomi qui vend vraiment pas mal hein, en ce moment. Et c'est une marque chinoise qui fonctionne. On a le retour de Huawei qui revient en force. Donc voilà, Huawei, Oppo, Xiaomi.
sur le temps, je pense que les Chinois vont rattraper les Américains ou Samsung, tout ça. Et les Chinois vont s'imposer petit à petit sur l'électronique, les PC, les choses, voilà. Avec Huawei et Xiaomi, je pense qu'ils vont prendre de plus en plus les parts de marché et rattraper les Américains. Donc, à prendre en compte. Ça peut impacter Apple, tout ça là. Donc. Dans le reste des actualités en dehors de l'Asie, voilà, les chars là, israéliens qui sont aux portes des hôpitaux de Gaza. Et voilà, ça continue. Israël qui est dans l'offensif. Et toujours des morts, des choses comme ça. Pour l'instant, ça s'est tassé. C'est-à-dire que ça a été, en tout cas, dans le contexte économique, les marchés ont assez globalement, comment dire, incorporé ces nouvelles-là, on va dire. Et les prix du pétrole ont même rebaissé tout ça. Mais le problème, c'est que ça continue. Et les tensions sont fortes entre le Liban, Israël, tout ça. Et ça peut toujours mettre une pression sur les prix du pétrole, les choses comme ça. En tout cas, on espère que ça va s'arrêter tout ça là. On continue. Donc, au niveau des nouvelles, on va passer aux cryptos. Juste une dernière nouvelle pour vous dire que les Français, 9,4% des Français détiennent des cryptos actifs, selon l'autorité des marchés financiers. Donc là, on va passer aux cryptos, mais regardez le sondage juste pour vous montrer que voici ce que les Français possèdent. Donc là, on a quand même, c'est d'abord de l'immobilier en priorité, mais en deuxième, c'est des cryptos actifs. C'est des cryptos. Bon, la plupart, c'est des jeunes. C'est des jeunes Français qui possèdent ça. On peut voir qu'ils possèdent ça devant le reste d'autres actifs. Devant des NFT ou des ETF en bourse. Voilà. Devant des bons du trésor. Voilà. Après l'immobilier, les Français possèdent des cryptos. Donc, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Et je pense que les Français deviennent de plus en plus pauvres. Voilà, avec l'euro qui est mort, enfin qui est une devise qui fait mal à l'économie française. Et la politique qui est engagée. Les Français avec l'inflation qui est forte. Voilà, comme les Turcs, comme le Liban, comme l'Argentine. Voilà, plus on est pauvre et plus voilà, on va se tourner vers le Bitcoin et les cryptos et tout ça. Donc on verra. Il va peut-être avoir un changement d'air. On verra en tout cas. On va passer maintenant aux cryptos. Le marché qui est mitigé. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose sur les cryptos. Ça va être rapide. Ça va me prendre 5-6 minutes là. Les marchés qui stagnent un peu. Il y a des petites opportunités. Je vois sur Chainlink qui a corrigé. Tout à l'heure, j'avais vu le Tao. Avax qui corrige bien. Sol. Donc, il y a des opportunités peut-être de se placer. Kaspa aussi qui corrige un peu. Donc, il faut voir. Voilà, pour les marchés crypto, il faut être à l'affût quasiment tous les jours. C'est pas comme le marché boursier où vous posez, où vous attendez plusieurs semaines et voilà, vous regardez de temps en temps. Les marchés crypto, ça va très vite. Ça bouge très vite et il y a des opportunités qui se font à chaque instant. Et là, voilà, Tao aussi, vous voyez. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin reste solide. Le Bitcoin range, on va dire là, vous voyez là. Et donc, 36 800, c'est assez fort encore. On attend la nouvelle des ETF Bitcoin Spot qui peuvent être acceptés sous peu, début d'année 2024. On ne sait pas, mais en tout cas, vaut mieux se placer avant que ça arrive. Vous voyez? Donc voilà où on en est. Le Bitcoin est à un point où il a cassé une zone importante. Et là, on a cassé le breakout. On se dirige vers les 40K. On verra, tout dépendra de si les Bitcoin ETF Spot sont acceptés ou pas. Voilà, sinon, ça corrigera peut-être encore un peu. Voilà. Ça dépend des nouvelles. Il faut des catalyseurs, on va dire. Okay. Sinon, là, on va dire qu'en ce moment-là, l'attention, en tout cas sur les cryptos, est tournée vers les altcoins. Là, on sent Ethereum, là, a mis du temps à partir, mais Ethereum, là, a bien décollé. Et si vous voulez, là, c'est même Ethereum qui est en tête. En tout cas, tout à l'heure, je l'avais vu. Mais là, quand on regarde les top cryptos dans la tendance, vous voyez, attendez, je vais vous le remettre. Voilà, là, c'est les top cryptos qui sont dans la tendance. Ethereum Trust en tête. C'est rare que je vois Ethereum en tête des cryptos dans la tendance. Si vous allez sur CoinMarketCap, là, on voit que maintenant, c'est autour d'Ethereum et son écosystème, là. Peut-être Polygon, on va voir Arbitrum, Optimism.
voilà, toutes les cryptos, EVM, tout ça, ça va peut-être être à leur tour maintenant d'exploser un petit peu là. Et c'est peut-être autour d'Ethereum. Ethereum a mis du temps à démarrer, mais avec la nouvelle d'ETF, ETF Ethereum Spot, donc même Ethereum pourrait connaître son propre ETF. Et donc ça a alimenté une spéculation à la hausse là. Et donc voilà. Et là, on a non seulement Ethereum, mais le marché, les altcoins là. Là, c'est les altcoins qui pourraient exploser. Hein. Et là, vous voyez un graphe qui montre. Là, c'est le altcoin market cap. Hein. Donc, c'est la capitalisation des altcoins. Donc, toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Donc, Ethereum inclus là. Vous voyez, regardez. La dernière fois qu'on avait eu, on était dans cette zone jaune là, le croisement des indicateurs là. On a eu une explosion. Et là, on y est à nouveau là. On est dans un croisement. Ils appellent ça, c'est quoi là? C'est l'indicateur violet et bleu là. Je sais pas ici c'est lequel là. Mais en tout cas, là, il y a un croisement en ce moment même. Et quand il y a ça, en général, c'est une explosion. Donc, on voit que on est dans un point important là. On pourrait faire exploser les altcoins à la hausse. C'est pour ça que moi, je suis limite en FOMO là. Je suis en recherche de liquidité. Là, j'attends mes prochains paiements là pour rapidement injecter sur les altcoins avant que ça pète. Parce que là, ça a pété là ces derniers jours, là, ces dernières semaines là. Mais ça, on va dire, c'est le petit allumage. Là, on s'attend vraiment à beaucoup plus de croissance. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'aimerais me placer avant que ça pète. Ça explose vraiment là. On verra en tout cas. Mais notez bien que les altcoins sont sur le point. Et là, il y a un autre chart qui le montre là. Vraiment de péter à la hausse. Hein. Vous voyez là? Donc, à voir en tout cas. Mais regardez ce qu'on voit là. Ici, en bas, sur le RSI. Regardez, quand ça pète comme ça, quand il y a un bullish crossover, en général, ça fait une montagne après de croissance là. Ici, on y est. Hein. On a un bullish crossover imminent. Donc, c'est même pas encore arrivé. C'est sur le point d'arriver qui va nous emmener à une vague. Vous voyez en tout cas, si on prend sur le recul, hein, sur le long terme, à une vague de croissance qui nous attend. On l'avait eu ici, là. Regardez, ici, là. On avait eu une sorte de breakout. Qu'est-ce qu'on a eu? Que des bougies blanches quasiment jusqu'en haut, là. Vous voyez? Jusqu'au top du Bitcoin, là. Et là, on repart. Ici, à nouveau, on est en plein breakout là. On devrait avoir beaucoup de bougies blanches qui pourraient nous amener là jusqu'à un top. Ici, peut-être aux alentours. Ici, il parle de 5 trillions pour le Bitcoin. Là, ça me ferait un peu trop. Par contre, attendez. 2,2. Ouais, ça nous ramènerait un Bitcoin aux alentours des 5,6... 5000 milliards. Bon... Ça serait le double du capital d'Apple. Bon, ça ce serait peut-être à la fin du bull run avant que ça corrige fortement. Mais c'est possible. On verra. En tout cas, ça, il va falloir que pas mal d'accumulation de Bitcoin, mais ça s'en vient en tout cas. Donc à voir. Très intéressant. Maintenant, voilà, en dehors de tout ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même sur les charts, des trucs comme ça, c'est très calme. On est tous au courant de tout ça. On sait que les cryptos sont sur le point, sont bouillantes là. On attend les ETF Bitcoin Spot, c'est sur le point d'exploser, mais il n'y a pas grand chose. Sinon, Immutable X dit que c'est le jeu qui ouvrira la voie, en tout cas, par rapport à, voilà, à la blockchain, les choses comme ça, la voie à l'adoption massive. On parle ici. Et donc, voilà, là, il y a des preuves aussi que le gaming, ici, là, qui est représenté en multicolore, là, rose-bleu, là, est plus fort que les NFT ou le social ou la DeFi, là. On voit qu'à côté de ça, de la DeFi, les NFT, c'est plus bas. C'est d'abord le gaming. En tout cas, ou en tout cas, la blockchain est d'abord représentée par le gaming. Et en général, c'est vrai que c'est d'abord le gaming qui explose, ensuite la DeFi, et ensuite les NFT, ensuite le métaverse. Et là, après, on a tout en même temps. Mais là, il y a plusieurs narratifs. Là, il y a plein de choses qui peuvent exploser. Donc, il ne faudra pas avoir l'œil que sur le gaming. On a les Real World Assets, voilà, la tokenisation des actifs réels qui va être un gros marché. On a l'IA aussi, l'intelligence artificielle qui va incorporer la blockchain. Il y a plein de pans. En plus des NFT, en plus de la DeFi. Franchement, il y a de la croissance partout là. Donc, le gaming, c'est important. Et en tout cas, Immutable X, c'est le leader. Hein. Là, vous voyez, hein, en termes de domination, en tout cas, les layers 2 d'Ethereum. Au niveau des layers 2, Immutable est le leader hein, des layers 2 pour le gaming.
Et de toute façon, pour tout, de manière générale, hein. Immutable X, pour moi, c'est le projet le plus, le plus important dans l'écosystème gaming crypto. Euh, Même des projets comme Ultra UOS, Engine ou des choses comme ça ne sont pas vraiment imposés. Et même les autres spécialisés dans le gaming, là. Déjà, WaxP, là, les blockchains spécial gaming, pour l'instant, ça prend pas trop, mais ça va prendre, hein. Et les jeux purs, Axie Infinity, ils ont eu leur période, mais ça a rebaissé. Voilà, Illuvium, tout ça. Ça va exploser quand les jeux vont... Il va y avoir une forte activité autour des jeux, mais Immutable X, c'est là vraiment le pionnier de l'infrastructure pour le gaming. C'est le layer 2 d'Ethereum, et eux, je pense qu'ils ont bien leur place. Ils gênent pas trop les autres layer 2, ils sont pas sur le même terrain. Les autres, Arbitrum, Mantle, Starknet, ça se bat surtout pour la DeFi. Voilà, c'est plutôt ce côté-là. Voilà. Polygon Matic, bon, Polygon, ils ont une place plutôt dans le côté, on va dire, NFT. Je pense que Polygon va être la layer 2 des NFT, on va dire, et le leader même des NFT, le réseau leader, avec peut-être Solana, tout ça. Mais voilà, le reste des layer 2, c'est plutôt la DeFi, et Immutable, c'est unique, et c'est à part, c'est le gaming. Donc Immutable a son moat à lui, et c'est vraiment, le token IMX, là, moi, en tout cas, ça va être un bac important, et un projet que je vais hold plutôt sur le long terme, plutôt que de spéculer. Mais Immutable, c'est un vrai mastodonte, un vrai géant du gaming, là. Donc très important, Immutable. Donc voilà. Maintenant, ça bouge beaucoup, hein, sur les cryptos. Là, on parle d'une nouvelle vague de memecoin. Donc, il y en a plein qui ont explosé. Bonk, ça avait déjà explosé. C'est le memecoin de Solana. Mais voilà, vous avez PP 2.0, 4JIA, Grok. Voilà. Donc, ça surfe. Est-ce que le Dogecoin, le Dogecoin, pour moi, ça va bien monter aussi, hein. Là, maintenant, c'est une crypto très solide que le monde connaît. Et le monde va accumuler petit à petit du Dogecoin. Donc, cette crypto-là, elle sera jamais morte. Même Shiba, peut-être. Mais en tout cas, on a une vague, hein, de nouveaux mèmes, là, qui arrivent, là. Et d'ailleurs, quand je regarde ici, là, attendez. Il y a même une crypto qui s'appelle Meme, là, qui avait explosé. Tout à l'heure, j'avais vu, je crois que c'était le top 200. Regardez, le même là, plus 59% aujourd'hui, là. Je sais pas trop ce que c'est. On peut même aller voir, là. Mais elle était en top des tendances, là, il y a pas longtemps, là. Je suis jamais allé sur le site internet. Je vais voir ce que ça donne. C'est ici, réclamez votre mème. Qu'est-ce qu'on a? Donc voilà le site, même. Alors, même est littéralement une pièce même. Aucune utilitaire, pas de feuille de route, pas de promesse, aucune attente. Bon, voilà. Un même coin pur. Voilà, avec une tokenomics. Je sais pas. En tout cas, c'est un jeton là qui a surperformé, hein. C'est un même coin. C'est toujours la saison des mèmes, tout ça. Bon, apparemment, c'est... voilà, c'est... ouais, elle est là, elle hype juste par rapport au même coin. Donc voilà, par rapport à ça. Et les mêmes coins, il y en aura toujours après. Ça doit pas être le gros bac de votre portefeuille, hein. Ça doit juste occuper une petite partie si vous voulez jouer ou spéculer dessus. Voilà, il y a des gains à se faire, hein. C'est à prendre en compte, hein. Il y en a qui vont voir ça comme mauvais, comme une blague, qui vont être fermés d'esprit, qui vont vouloir rien savoir sur ça, mais ça fait partie de l'écosystème cryptographique et il faut savoir jouer ces paris-là aussi. Et donc, d'ailleurs, normalement, hein, si vous voulez spéculer, en tout cas sur Shiba, Floki, c'est le moment, hein. C'est pas quand ça, parce que là, ils ont pas encore vraiment décollé, hein. Vous voyez? Donc là, j'avais vu Floki plus 19% quand même tout à l'heure. Là, ouais, plus 13% Floki. Aujourd'hui, ça a un peu décollé. Mais pour ce qui est de Shiba, ça n'a pas encore vraiment décollé. Même Dogecoin, hein. Donc ces cryptos-là vont connaître aussi leur rallye. Et en tout cas, il faudrait se placer avant qu'ils le fassent. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, pour les mêmes coins. Dernière actualité, c'est Crypto.com qui annonce le lancement de sa dernière fonctionnalité Strike Option. Donc Strike Option est un dérivé, un produit dérivé, hein, de prédiction des cryptos à la hausse ou à la baisse. Directement sur l'app. Pour le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Donc le produit est réglementé par la CFTC, hein, mais disponible seulement aux États-Unis. Donc voilà, décision simple, oui ou non. Possibilité de trader dès 10 €, risque et récompense clairement définis et connus à l'avance. Donc voilà, vous avez des nouveaux produits de genre prédictive. Donc voilà, c'est des paris, c'est des choses un peu... C'est de la spéculation, mais c'est un produit en plus pour Crypto.com.
Donc à prendre en compte en tout cas. Moi, je touche pas à ces trucs-là. Moi aussi sur la chaîne, moi je suis pas un trader. C'est-à-dire que je short pas le marché. Je fais pas du scalping ou du day trading à la journée. Je suis plutôt, on va dire, un swing trader. En fait, je joue sur les positions. En fait, dès que ça touche un haut, je revends. Dès que ça touche un plus bas, j'accumule. Voilà. Et ça sur le moyen terme. Et après, j'ai d'autres choses que j'essaie de holder sur le long terme. Donc, je suis comme un holder ou un investisseur long terme, mais plutôt, voilà, moyen terme, on va dire. On essaie quand même de bouger le portefeuille selon ce qui se passe pour les actions en bourse et pour les cryptos. Donc, voilà, moi, par rapport à ça, j'essaie d'être le plus passif possible, mais c'est très difficile hein, parce que ça bouge beaucoup. En fait, il faut être patient, il faut poser et avoir la confiance et la conviction. Et sur le temps, on fait des gains concrets. Vous voyez, mais quand on touche trop à son portefeuille ou on spécule trop, en général, on se brûle les ailes. Donc, faut pas trop faire ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Il faut quand même essayer de s'adapter. Donc voilà, j'en ai fini avec ce journal. 40 minutes, c'est assez long quand même. Donc, on se retrouve. Hein. Spartiate, force à nous. Hein. Allez, à plus.